Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Et on commence par l'actualité. En commission ce matin, les sénateurs ont rejeté la proposition de loi UMP visant à affirmer la liberté de choix des maires sur l'organisation des rythmes scolaires. Écoutez les réactions du rapporteur, l'UMP Jean-Claude Carle, suivi de celle du sénateur socialiste Jacques-Bernard Magny. Ce que nous souhaitons, c'est que ce soit le maire qui décide de l'ouverture et de la fermeture des classes dans sa commune. Bien sûr, pas n'importe comment, il faut mettre des garde-fous dans le respect de la pédagogie, sans toucher à la pédagogie, aux méthodes pédagogiques, mais qu'il puisse décider donc de ses horaires en concertation, bien sûr, avec le directeur départemental de l'éducation nationale, avec les parents et avec les enseignants. Et c'est une proposition qui, pour moi, est en réaction avec ce qui a été proposé par la loi de refondation, puisque les rythmes scolaires sont aujourd'hui pratiqués par 4000 communes, à la satisfaction de quasiment la totalité des maires et des communes. Donc on ne voit pas comment une proposition de loi pourrait venir aujourd'hui remettre en cause ce qui donne satisfaction et qui devrait continuer à le faire. En commission était aussi examiné le projet de loi du gouvernement sur la géolocalisation, un texte qui doit préciser les conditions dans lesquelles les services de police et de justice peuvent localiser les personnes en temps réel et ainsi remédier à un vide juridique après les 2 arrêts de la Cour de cassation. La commission des lois du Sénat a adopté ce texte, mais en adoptant des amendements du rapporteur Jean-Pierre Sueur afin de renforcer l'équilibre du dispositif. Le texte sera débattu lundi en séance à partir de 16h. La mission d'information sur le sport professionnel poursuivait également ses travaux. Au programme aujourd'hui, une table ronde sur la place des stades dans la cité, car il faut dire que les enceintes sportives sont parfois situées trop loin des centres-villes, comme nous l'explique Michel Savin, sénateur UMP de l'Isère. Aujourd'hui, le Parc des Princes est plein à chaque match et des aménagements sont envisagés pour augmenter sa capacité sans le défigurer. Cela pose la question de la démesure de certains stades et de plusieurs projets actuels. Pourquoi construire des enceintes gigantesques dans des zones inaccessibles? Outre que c'est un risque financier considérable, cela peut aussi être considéré comme un manque de considération envers le public, qui sera à la fois mal placé et qui devra passer de longues heures dans les transports, ce qui n'est pas favorable au développement d'un public de proximité et familial. Il est essentiel qu'un stade soit situé au carrefour de grands réseaux de transport, RER, métro, autoroute, et qu'il puisse drainer un public proche. Et tout de suite, un œil sur le programme de votre après-midi avec à partir de 16h30 en séance la seconde lecture du texte sur le non-cumul des mandats. Puis à 18h30, je vous retrouve pour 24 heures Sénat, le journal. Et à partir de 18h40, édition spéciale avec Perrine Tarnot en direct de la présidence pour les vœux du président du Sénat, Jean-Pierre Bel. Mais tout de suite, on retrouve Tam Tranui en direct de l'hémicycle. Bonjour Tam. Bonjour Delphine. Alors dans quelques instants, une quinzaine de minutes environ, eh bien, les sénateurs vont avoir à traiter un sujet sensible pour le Sénat avec le retour en seconde lecture du texte sur le non-cumul des mandats. Oui, effectivement, le non-cumul des mandats devrait être examiné par les sénateurs dans une quinzaine, trentaine de minutes approximativement, puisqu'actuellement, derniers mois, ils sont encore en train de discuter de la politique de la ville et de la cohésion urbaine. Et donc, ce n'est que dans une quinzaine de minutes qu'ils devraient aborder la question du non-cumul des mandats, un sujet effectivement très sensible, puisque le Sénat représente constitutionnellement les territoires et que donc, à ce titre, de nombreux sénateurs, de droite comme de gauche, estiment justifié de pouvoir cumuler leur mandat de parlementaire et une fonction exécutive locale. Alors petit retour en arrière au mois de septembre, les sénateurs ont adopté le texte sur le non-cumul des mandats, mais en apportant une modification de taille puisqu'ils se sont exclus du dispositif. On se le rappelle, à l'époque, il y a eu des échanges assez houleux entre Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, et les sénateurs, notamment le chef de file du groupe RDSE, Jacques Mézard, farouche opposant au non-cumul des mandats. Depuis, après ça,
eh bien, les deux chambres ne sont pas parvenues à se mettre d'accord sur une version commune du texte. Puis les députés, de leur côté, eh bien, ont rétabli le texte dans sa version initiale. La semaine dernière, le texte sur le non-cumul des mandats a été examiné en commission et alors les sénateurs ont récidivé. Ils ont à nouveau adopté un amendement de Jacques Mézard qui exclut les sénateurs du dispositif. Et donc, dans une trentaine de minutes environ, les échanges s'annoncent très tendus. Merci beaucoup Tam pour vos explications. Alors tout de suite, eh bien, direction la séance où Tam Tranui vient de vous l'expliquer à l'instant. Les sénateurs vont se prononcer sur le projet de loi du gouvernement pour une nouvelle politique de la ville pour plus de cohésion urbaine. Et on se retrouve juste après. Avoir une carte dit à tout, c'est-à-dire multi-usage, y compris transport, bibliothèque, piscine, etc. Et il a fallu démontrer à l'aide je dirais, de mise au point d'un logiciel très sophistiqué qu'il ne pouvait pas y avoir d'interférence entre l'usager de la bibliothèque et l'usager de la piscine, alors que c'était la même personne et il ne pouvait pas, et on ne devait pas savoir quel trajet il faisait sur le domicile travail ou domicile loisir. Alors je suis très inquiet de l'utilisation qui sont faites de ces données personnelles. Et vous voyez bien, à l'heure actuelle, d'ailleurs, dans le cadre des négociations USA-Europe, la protection des données personnelles, vous imaginez bien qu'est-ce qu'on peut en faire au niveau de la publicité et de différents usages mercantiles de ces fichiers. Alors que nous avons à la disposition dans nos collectivités des PDU, des PTU, des plans de déplacement entreprise, des clubs à l'intérieur de nos zones d'activité et sur lesquels nous favorisons le covoiturage, sur lesquels nous mettons même des véhicules en location, enfin Autolib ou autres, et nous favorisons le multimodal dans ces zones, je préfère ça que de livrer des données personnelles avec un usage qu'on ne maîtrisera pas. Merci. Je vais mettre aux voix. Madame Joanneau demande la parole. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je pense que c'est un débat qui est vraiment intéressant. Alors, il n'a pas la même ampleur que le précédent débat, peut-être a priori, et encore. Si l'amendement avait été rejeté dans le cadre du PLFSS, c'est parce qu'il avait été considéré comme un cavalier, qui n'avait pas sa place dans le cadre du PLFSS. Donc, nous n'avions pas discuté des éléments de fond sur cet amendement. Par ailleurs, s'agissant des avantages, l'avantage environnemental de ce type d'amendement est indéniable parce que la multimodalité que vous évoquiez, Monsieur le Président, ne suffira pas. Et c'est bien l'apport d'ailleurs du rapport de l'ADEME sur la mobilité à l'horizon 2050. C'est que pour que cette multimodalité soit efficace, il faut qu'on puisse donner à chacun justement tous les moyens de transport, le temps de transport, le coût du transport en fonction de ces déplacements. Et ce coût du transport, bien évidemment, on va falloir le penser en fonction de la situation sociale des individus. Ce dispositif de mise à disposition des données personnelles dans le cadre des autorités organisatrices de transport existe dans d'autres pays. On a des exemples de pays où ça fonctionne. Et j'ajoute que s'agissant des atteintes aux données personnelles que vous évoquez et le parallèle que vous faites avec l'accord transatlantique est très juste. On s'est beaucoup focalisé sur la question culturelle. On a un énorme enjeu sur la protection des données personnelles et Catherine Morin-Desailly est très en pointe sur ce sujet. Mais et toi aussi. Mais en l'occurrence, là, c'est une suggestion qui a été faite par la CNIL elle-même. Donc la CNIL elle-même considère qu'en l'occurrence, puisqu'il y a un objectif d'intérêt général, en l'occurrence, il n'y aurait pas de risque d'atteinte aux données personnelles. Je pense que l'avis de la CNIL fait plutôt autorité. Merci. Je vais donc mettre aux voix ces trois amendements. Qui est pour? Qui est contre? Assis debout. Je suis désolé, c'est pas très lisible. Qui est favorable? Merci de vous lever. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Combien vous êtes? Combien? 15.
Qui est contre? Il n'est pas adopté. Après l'article 11, l'amendement 67 rectifié. Monsieur Dallier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, comme j'ai un peu de suite dans les idées, je crois que c'est la troisième fois que je présente cet amendement. Les deux premières, ça devait être en loi de finances pour 2014 et en loi de finances rectificative pour 2013. Mais à chaque fois, j'avais comme interlocuteur pour me répondre au banc des ministres un ministre dépendant de Bercy. Et donc, les réponses étaient essentiellement orientées. Je n'en juge pas, Monsieur le Ministre. Je crains seulement que, dépendant de Bercy, effectivement, leur regard sur le problème que je pose n'était qu'un regard absolument orienté budget. Ce que je peux comprendre quelque part. Mais je voulais vous interpeller en tant que ministre de la Ville sur un sujet qui me semble important. Effectivement, il y a quelques années, lorsque nous avons mis en place le programme national de rénovation urbaine, nous avons par la suite donné la possibilité, pour favoriser la mixité sociale, d'appliquer une TVA réduite pour la construction de logements en accession sociale aux abords de ces zones en rue. On avait bien évidemment un objectif de mixité sociale à l'intérieur des périmètres en rue, mais on sait combien c'est difficile. Mais on avait également considéré qu'aux abords des zones en rue, il était intéressant de pouvoir favoriser l'accession à un prix inférieur à ce qui peut se pratiquer, justement parce que la TVA était appliquée à un taux réduit. Le périmètre concerné est délimité, se calculait, se délimitait dans un rayon de 500 mètres en limite du périmètre en rue. Ça fonctionnait plutôt bien, à mon sens. Peut-être y avait-il à certains endroits quelques excès, comme toujours dans ces cas-là, quand on trace un périmètre, il y a forcément des endroits où c'est peut-être un tout petit peu moins justifié qu'ailleurs. Mais pour autant, c'était une bonne chose. Il y a aussi des communes qui, à l'occasion de leur projet en rue, avaient contractualisé avec un aménageur qui, effectivement, pouvait avoir en responsabilité le périmètre en rue, mais un peu plus large que le périmètre en rue. Les villes ont signé des conventions sur des bases à l'époque connues, et avec un potentiel de construction pour l'aménageur, logement social intermédiaire ou cession. Et voilà que, a priori, pour des raisons budgétaires, on vient à nouveau chambouler la donne et limiter à 300 mètres plutôt qu'à 500 le périmètre dans lequel on peut bénéficier de la TVA à taux réduit. Alors, ça me semble effectivement tout à fait regrettable. L'amendement que je vous propose ne propose pas de revenir aux 500 mètres dans tous les cas de figure, simplement quand la collectivité a contractualisé avec un aménageur et qu'effectivement l'équilibre de la concession avait été calculé en tenant compte de ce taux de TVA réduit. Voilà, je n'avais pas réussi à convaincre vos collègues du budget les deux fois précédentes, mais étant donné que vous êtes en charge de la ville et que la notion de mixité sociale aux abords des zones en rue doit quand même être une notion qui vous parle peut-être un peu plus qu'à Bernard Cazeneuve et à Pierre Moscovici, je serais heureux de vous entendre. Merci. Monsieur Dylan. Monsieur le sénateur Dallier, vous n'avez pas réussi à convaincre la commission économique qui va donner un avis défavorable parce qu'elle considère que la loi de finances 14 avec les 300 mètres je ne dis pas satisfait, puisque si vous étiez satisfait, vous n'arrivez pas, mais est une espèce de transition, pas temporelle, mais géographique, qui paraît quand même correcte. Donc c'est un avis défavorable. Monsieur le ministre. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Dallier, vous allez pouvoir mesurer la cohérence gouvernementale, hein, puisque je partage totalement l'avis de mon collègue Bernard Cazeneuve, qui même s'il travaille à Bercy, n'a été néanmoins aussi député maire de Cherbourg, ville industrielle qui a connu une grande difficulté et qui sait ce que c'est que la politique de la ville, puisqu'il a sur son territoire au moins une zone urbaine sensible et une zone franche urbaine. Voilà, donc nous en discutons souvent. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'en loi de finances, il a été décidé qu'on gardait le taux réduit sur la zone de 500 mètres pour les concessions qui avaient été déjà signées, donc pour les projets en rue en cours. Voilà. Si, monsieur Dallier. Et donc, il n'y a pas de difficulté pour les projets qui sont en cours de réalisation. En revanche,
effectivement, pour les nouvelles opérations, le gouvernement a estimé, pour deux raisons, d'une part pour éviter les abus et pour répondre quand même à l'objectif de mixité sociale, d'autre part aussi pour répondre à notre souci commun, j'ai cru comprendre que c'était aussi le vôtre, d'être comptable, d'être soucieux des deniers de l'État et de réduire petit à petit les dépenses, qui nous ont un taux de TVA réduit qui va passer à 5,5. De 7 à 5,5 dans une zone de 300 mètres était suffisant pour répondre aux objectifs de mixité sociale. Merci. C'est soit satisfait, soit défavorable. Monsieur Dallier. Monsieur le Président, satisfait, non, à l'évidence. Maintenant, Monsieur le Ministre, je me permets de vous faire remarquer que la première partie de votre réponse est tout simplement erronée. C'est Daniel Goldberg, mon collègue député de Seine-Saint-Denis, qui a, par voie d'amendement, après la commission mixte paritaire, mais j'ai le texte ici parce que quand même, je ne voulais pas me trouver dans l'impossibilité d'argumenter, qui a fait insérer un alinéa qui dit qu'effectivement le taux est maintenu aux opérations réalisées en application d'un traité de concession d'aménagement défini, etc., mais pour les permis de construire signés avant cette même date. Et c'est la date du 31 décembre 2013. Point. Donc ça s'arrête. Moi, ce que je vous proposais, c'est d'aller jusqu'au terme de la convention ANRU, parce qu'il y a une certaine logique quand même. Quand on s'est engagé dans ces projets ANRU, on s'est engagé globalement sur ce qu'on allait faire dans le périmètre ANRU et parfois sur ce qu'on allait faire aux abords. Donc, ce qui me chagrine vraiment, c'est que, hop, l'État chamboule à nouveau la règle du jeu sur quelque chose de très précis. Je ne propose pas de maintenir le périmètre de 500 mètres partout, uniquement dans les périmètres des concessions et jusqu'au terme de la convention ANRU. Donc j'avais quand même très limité le champ d'application de mon amendement. Certes, il va forcément coûter quelque chose, je ne peux pas vous dire le contraire, sinon ça n'aurait pas de sens. Mais en tous les cas, beaucoup moins que ce que rapportera le passage de 500 à 300 hors du périmètre de ces concessions d'aménagement. Voilà, j'en termine là. Et puis si je n'ai pas convaincu, écoutez, je n'ai pas convaincu. Je vais donc mettre aux voix cet amendement 67 rectifié. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 12. Pour? Contre? Abstention? Il est adopté. Après l'article 12, monsieur le rapporteur, l'amendement 93 de la Commission. Oui, Monsieur le Président, nous sommes, je crois, tous d'accord pour dire que les agences régionales doivent signer le contrat de ville puisque les problèmes de santé sont majeurs, mais les agences régionales étaient habilitées à élaborer et à mettre en œuvre les contrats de ville par l'article 1er de la loi de 2003, la loi du 1er août 2003. Or, notre article à nous supprime ce premier article, donc il s'agit de réparer et de repermettre à l'agence de signer ces contrats de ville. Monsieur le ministre. Le gouvernement est favorable, Monsieur le Président. Je vais mettre aux voix cet amendement 93. Qui est pour? Contre? Abstention? Il est adopté. Article 12 bis. Monsieur Dillin, toujours pour la Commission. Alors, Monsieur le Président, nous avons là ce que j'annonçais, c'est-à-dire la suppression de l'accès et le regroupement dans le 9 ter. Donc, c'est une suppression de rédaction, mais c'est pas une suppression. De coordination. Monsieur le ministre. Favorable. Favorable. Je mets aux voix. Qui est pour? Contre? Abstention. Il est adopté. L'article 12 bis est ainsi rédigé. Article 12 ter. Pour? Contre? Abstention. Adopté. Article 13. Monsieur Dillin, amendement 95. Coordination avec Saint-Martin. Je mets aux voix cette... pardon, Monsieur le ministre, excusez-moi. Attendez, Monsieur le Président. Favorable. Je mets aux voix cet amendement 95. Qui est pour? Contre? Abstention? Il est adopté. L'article 13. Qui est pour? Contre? Abstention? Adopté. Article 14. Amendement 96. Monsieur Dillin. Polynésie française, Monsieur le Président. Coordination. Avis favorable. Commission. Avis favorable. Avis favorable.
96, mes chers collègues, qui est favorable? Opposé? Abstention? Adopté. Je mets aux voix l'article 14, qui est pour? Contre? Abstention? Adopté. L'article 15, même vote? Même vote. Article 16, même vote? Même vote. Et article 16 bis? Même vote? Même vote. Article 17, amendement 97, Monsieur Dillin. Coordination pour l'accès. Coordination pour l'accès. Monsieur le ministre? Favorable, Monsieur le Président. Favorable. 97 pour? Contre? Abstention? Adopté. Article 17, même vote? Même vote, adopté. Article 18, amendement numéro 98, Monsieur le rapporteur. Coordination pour l'accès. Monsieur le ministre, avis favorable. Je mets aux voix cet amendement 98, qui est pour? Contre? Abstention? Adopté. Sur l'article 18, même vote? Même vote. Je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi. On a été saisi. Y a-t-il des explications de vote? Monsieur Bécaud. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. En discussion générale, j'avais évoqué le jugement partagé de notre groupe à l'endroit de ce projet de loi. D'un côté, nous devons bien le reconnaître, des dispositions nécessaires, la prolongation de l'actuel programme national de l'habitat jusqu'à fin 2014, la création de nouveaux programmes renouvellement urbain pour la période 2014-2024. Toujours en matière de dispositions nécessaires, j'ajouterai l'élaboration de nouveaux principes guidant la redéfinition de la géographie d'intervention de la politique de la ville à l'article 4. Bien sûr, on peut toujours épiloguer sur l'existence d'un seul critère, le fameux écart de développement économique et social, jugé à partir du revenu des habitants. Cependant, on trouvera des experts pour nous dire que ce critère est suffisant et fait gagner en lisibilité lorsque d'autres évoqueront des insuffisances. En fin de compte, cet article 4 témoigne, comme je l'ai dit en discussion générale, d'une volonté réelle de simplification. La suppression des US et des contrats urbains de cohésion sociale nuisait à la politique de la ville. Ces contrats de ville sont donc une avancée certaine, à une exception près, et j'y reviendrai plus tard. Vous proposez ensuite la suppression de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. Vous manifestez là une volonté certaine de ne pas multiplier les interlocuteurs. Cependant, chacun reconnaîtra que cette agence avait su trouver sa place après seulement quelques années d'existence. Cette suppression suscite d'ailleurs de vives interrogations sur l'avenir du programme de réussite éducative, des internats d'excellence ou des écoles de la deuxième chance. En ce qui concerne la géographie prioritaire, nous ne contestons pas le critère principal du revenu des habitants. Cependant, vous comprendrez que nous ne pouvons apporter une quelconque caution à un texte dont nous pouvons présager des conséquences sur nos collectivités du fait de non-publication de la liste des quartiers prioritaires. Cette omission est d'autant plus dommageable, Monsieur le Ministre, que vous étiez engagé à le rendre public. Malheureusement, les circonstances font que la liste sera connue après les élections municipales, chronologie pour le moins suspecte. Enfin, dernière source d'interrogation, l'application des contrats de ville à l'échelle des grandes agglomérations et notamment des métropoles. Le projet prévoit que les contrats de ville soient conclus à l'échelle intercommunale. À la rigueur, pourquoi pas? Mais le gouvernement a admis lui-même des limites à ce niveau de gouvernance, d'abord pour l'Île-de-France et ensuite pour l'ensemble des métropoles issues de la loi du même nom, en prévoyant que les préfets puissent proposer des contrats de ville sur des périmètres différents de ceux des établissements publics de coopération intercommunale. Malheureusement, l'amendement du gouvernement n'est pas satisfaisant en ce sens qu'il ne revient pas sur ce qui pose le plus de difficultés aux élus, à savoir que c'est le représentant de l'État dans la région et donc l'État qui aura la mainmise sur le périmètre du contrat de ville. Pour conclure, même si nous admettons que de réels efforts de simplification ont été entrepris, je voudrais vous dire, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des affaires économiques,
je voudrais vous dire que je vous remercie de votre écoute. Et je remercie également un certain nombre de mes collègues de la Commission économique de leur écoute. Ils ne nous ont pas toujours entendus, mais on a eu l'impression de temps en temps d'être écoutés. Le groupe UMP ne peut se résoudre à voter favorablement ce projet de loi, cette loi, pour les raisons que j'ai exprimées déjà précédemment, mais nous nous abstiendrons. Merci. Merci, cher collègue. Monsieur Mirassou. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Monsieur le Ministre, nous voici donc au terme d'un débat qui a été productif et qui, en même temps, j'ai la faiblesse de le penser, a fait la démonstration que les sénateurs, quand ils se disaient d'un problème comme celui de la politique de la ville, généralement savaient de quoi ils parlaient. Et c'est un bon point pour notre Assemblée. Je voudrais, Monsieur le Ministre, vous remercier également pour votre disponibilité, ainsi que les rapporteurs, et singulièrement Claude Dilain, qui a fait preuve de patience, d'hardiesse parfois, et en tout cas de sérieux dans l'écoute qui a été la sienne. Vous avez délibérément choisi, Monsieur le Ministre, et c'était un choix qui était novateur, une méthode et en même temps une ambition, celle tout simplement de réhabiliter la politique de la ville à l'aube du XXIe siècle, mais en affichant la prudence élémentaire qui consistait à ne pas jeter tout ce qui s'était fait pendant 30 ans et à travers le choix qui a été le vôtre d'assurer une concertation la plus large et la plus sérieuse possible, de distinguer en quelque sorte le bon grain de l'ivraie pour garder ce que ces 30 ans de politique de la ville avaient quand même apporté de constructif et de bénéfique à l'occasion de leur mise en œuvre. La méthode que vous avez choisie est marquée par donc le pragmatisme et en même temps la cohérence. Et quand je dis pragmatisme et cohérence, je veux pointer du doigt quelque chose qui a été évoqué à l'instant, c'est-à-dire que dès l'instant où vous avez choisi de mettre sous l'égide de l'intercommunalité cette politique de la ville, elle aura le mérite mécaniquement, je dirais, d'associer des communes ou des quartiers qui, a priori, n'ont rien à voir avec le sujet, mais qui, parce qu'elles feront partie du même territoire, se sentiront, en tout cas c'est le vœu que j'exprime, partie prenante de cette politique de la ville qui a été trop souvent dédiée à des quartiers qui étaient en quelque sorte zoomés, en faisant l'impasse sur l'égoïsme marqué par d'autres secteurs des mêmes communes ou des mêmes intercos. D'ailleurs, vous avez affiché la même ambition, s'agissant de ce que vous avez relevé en ce qui concerne quelque chose de très fort à notre sens, c'est-à-dire une véritable implication citoyenne avec un C majuscule à l'occasion de la création de ces fameux conseils citoyens dont la vocation essentielle sera de dépasser le seuil des initiés tels qu'on les connaît, parce qu'il y a 30 ans quand même qu'ils fonctionnent dans la cité, pour faire adhérer, je serais tenté de dire, non pas le plus grand nombre, mais en tout cas ceux qui jusqu'à présent ont été les sans voix et ont assisté quelquefois d'une manière passive à une autre méthode, à des modifications au niveau du vécu. Le vécu en question, ça consiste bien sûr à coproduire l'environnement immédiat, s'agissant de la politique de la ville, mais au-delà de ça, de permettre de donner un passeport à ces citoyens-là pour leur permettre aussi bien de s'impliquer dans un registre plus conséquent et plus généraliste qui concerne le développement de leur cité. Le maître mot de ce que vous avez tenté de faire avec succès, Monsieur le Ministre, et que nous partageons, c'est, je pense, au-delà de l'aspect novateur, c'est la solidarité. Et de ce point de vue-là, eh bien, parce que ce texte est marqué par le sceau de la solidarité, nous nous y reconnaissons, toutes et tous, et quand je dis solidarité, ça veut dire solidarité à travers les quartiers, solidarité à travers l'intercommunalité, solidarité à travers les communes, mais également solidarité à travers les citoyens que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, quand on parle de solidarité, eh bien, on revient sur le souhait qui a été formulé par le Président de la République, et c'est la raison pour laquelle j'avais affirmé il y a quelques heures dans ma intervention à la tribune que nous étions résolument de votre côté. Notre résolution en sort renforcée et c'est avec enthousiasme, bien sûr, Monsieur le Ministre, que nous ferons en sorte non seulement de voter ce texte-là, mais au-delà d'être les acteurs de la politique telle que vous l'appelez de vos vœux. Merci. La parole est à Madame Létard. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Nous arrivons donc maintenant au terme de l'examen de ce texte passionnant sur la politique de la ville et la cohésion urbaine.
J'y suis bien sûr, comme tout le reste de ma famille politique, particulièrement attachée. Comment ne pas citer à ce moment, bien sûr, une fois de plus, en ce qui nous concerne, le travail accompli par notre collègue et ancien ministre Jean-Louis Borloo. Et nous pouvons en témoigner sur les questions de politique nationale comme de politique locale. La politique nationale de rénovation urbaine, d'ailleurs, Monsieur le Ministre, vous avez souhaité, bien sûr, sur son outil, l'Agence nationale de rénovation urbaine, marquer la continuité tout en apportant des changements et en l'articulant, bien sûr, avec cette volonté de mettre en lien l'urbain et l'humain et en apportant votre touche et en apportant effectivement le travail de la concertation en complément et en continuité de tout ce qui avait pu être lancé dans un premier temps par notre collègue. Alors c'est dans ce même esprit que nous avons abordé l'examen constructif de ce projet de loi. Et je tiens à cette occasion, au nom de mes collègues, à remercier le ministre, bien sûr, ses collaborateurs, et aussi, bien sûr, le rapporteur du texte pour notre commission des affaires économiques, Claude Dillin et Monsieur Germain. Et Claude Dillin, comme toujours à son habitude, a été très à l'écoute de ce que l'ensemble de nos collègues élus sur tous les bancs ont pu apporter comme contribution. Alors, tous, dans leurs fonctions, ont pu effectivement permettre ce travail qui a été très nourri, très passionné durant tout ce débat. Et c'est donc grâce à cette réflexion très en amont que nous avons pu obtenir, il nous semble, un résultat équilibré. Cette écoute s'est traduite donc par l'adoption de nombre d'amendements en ce qui nous concerne, en ce qui concerne notre groupe, tant en commission qu'en séance publique. Je pense naturellement à une proposition à l'article 1er qui visait déjà à définir une politique globale en matière de santé et qui couvre non seulement l'accès aux soins, mais aussi les champs de la prévention et de la promotion dans le cadre de la politique de la ville. Je suis également, et nous sommes satisfaits de la suppression du mécanisme de sanction qui était introduit à l'article 5 par le rapporteur de l'Assemblée nationale. Le principe d'une sanction était en effet en soi contradictoire avec le reste du texte qui confie cette compétence aux intercommunalités. Par ailleurs, l'examen en séance nous a permis de clarifier ce qui était justement du ressort des communes et ce qui revenait aux intercommunalités. Cela nous semblait important car une clarification était attendue par les élus. Chacun doit savoir ce qui relève de son territoire. Nous avons un regret sur la notion de public prioritaire. J'ai bien compris les arguments qui ont été énoncés par Monsieur le ministre sur la différence entre les politiques de droit commun, la politique que vous menez et bien évidemment aussi votre volonté de recentrer sur une géographie prioritaire uniquement. Mais je vous le rappelle et je vous encourage à faire en sorte qu'avec les ministères compétents au fond, nous puissions éviter qu'il y ait des trous effectivement dans les capacités que nous aurons à accompagner les politiques de proximité. Néanmoins, je tiens à saluer par ailleurs, Monsieur le ministre, votre courage sur la redéfinition d'une géographie prioritaire. Et tout le monde l'a dit, nous ne pouvons que saluer le critère retenu, qui semble bon, et surtout exempt de critique politique, puisque ce critère, il est très clair, il est simple, et il ne peut être qu'unanimement approuvé. Vous allez mettre, de ce point de vue-là, effectivement, peut-être un coup d'arrêt à toutes les interrogations qu'on pouvait avoir, à tous les débats, les demandes qu'il y avait eu dans ce domaine, et on ne peut qu'encore une fois soutenir cette démarche. Par ailleurs, la réduction de leur nombre de quartiers devra concentrer les aides, éviter les saupoudrages, mais il faudra bien sûr, Monsieur le ministre, veiller à ce que cela ne se traduise pas par une baisse des dotations en faveur de la politique de la ville, mais bien une concentration de l'effort. Enfin, nous saluons bien sûr le nouveau plan de rénovation urbaine qui va dans le bon sens, même si on pourrait espérer aller encore un peu plus loin en termes d'enveloppe budgétaire. C'est un premier geste et il nous semble aller, encore une fois, dans le sens de la continuité. Un dernier regret sur les conseils citoyens, je l'ai dit encore lors de ce débat, nous aurions aimé que l'on laisse plus de souplesse, plus d'adaptation à la réalité des territoires, à ce qui existe déjà et qui fonctionne par ailleurs, tout en garantissant la nécessaire concertation des habitants. J'espère que tout cela ne sera pas une lourdeur qui freine effectivement le fonctionnement des territoires. En conclusion, une géographie prioritaire objective, une coproduction, des cosignatures, des amendements qui nous permettent maintenant d'avoir la certitude que les départements et les régions vont venir soutenir cette politique de la ville, un contrat unique qui allie humain et urbain,
Nous l'espérons, Monsieur le Ministre, un peuplement qui apportera mixité sociale et qui défendra la mixité sociale et qui fera en sorte que l'effort qui est engagé depuis 10 ans continue à aller dans le bon sens en matière de peuplement. Et enfin, dernier élément, avant d'en terminer, eh bien, simplement espérer véritablement que les sorties de géographie prioritaire seront véritablement accompagnées, comme vous nous avez rassuré tout à l'heure, et nous espérons que ce sera vraiment traduit dans les faits et que pour ces territoires-là, il y aura un véritable soutien, un soutien qui sera effectivement couronné par des accompagnements prioritaires de l'ensemble des ministères qui, nous l'espérons, joueront le jeu. Voilà, mesdames et messieurs, nous terminons par vous dire que le groupe Union centriste UDI eh bien, sera pour partie favorable à votre texte et pour partie abstention. Aucun vote contre en ce qui nous concerne, mais vraiment un partage voilà, pour moitié sur un vote favorable et des abstentions. Merci. Merci, chers collègues. Madame Georges. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Le Président de la République l'a rappelé hier dans sa conférence de presse, l'objectif premier de ce gouvernement réside dans la volonté de réduire le niveau de l'action publique. Il a ainsi clairement indiqué sa volonté de faire 50 milliards d'économies supplémentaires afin de financer notamment son annonce de 30 milliards d'exonération des cotisations familiales. Autant de cadeaux au patronat alors même que les APL ont été gelés. Les quartiers populaires, comme tous les territoires de la République, vont souffrir de ces orientations qui confirment le désengagement de l'État déjà acté dans la précédente loi de finances. Comment donner du crédit aux objectifs ambitieux affichés alors même que le Président hier n'a pas eu un mot pour la France qui souffre? C'est dans ce contexte particulier que s'achève la discussion de ce projet de loi. Cherchez, vous ne trouverez pas. À ce titre, je voudrais vous remercier, Monsieur le Ministre, pour la volonté d'écoute et de concertation dont vous avez témoigné. La qualité du dialogue que vous avez établi nous a permis d'enrichir ce texte et d'obtenir des réponses claires aux questions que nous vous avons posées. Nous vous l'avons dit, la rupture que vous avez opérée avec le langage et la méthode utilisés par le précédent gouvernement est appréciable. Les habitants des quartiers populaires, comme l'ensemble de nos concitoyens, ont droit au respect et c'est un signe positif qui leur est envoyé. Nous partageons par ailleurs un certain nombre de principes portés par ce projet de loi. La reconnaissance de la lutte contre les discriminations territoriales est importante. Le zonage unique en finit avec la superposition des zonages précédents et permet ainsi une bonne lisibilité des politiques menées. Le critère unique est incontestable. Il apporte ainsi cohérence et objectivité à la géographie prioritaire. Il faut dire que nous avons pu constater au fil des années des incohérences liées à des procédés clientélistes. Il fallait donc faire le ménage, c'est ce que nous avons fait. Nous étions inquiets sur la sortie du dispositif d'un certain nombre de quartiers. Toutes nos craintes ne sont pas levées, cependant, l'adoption de notre amendement permettant la continuité pour ces territoires des contrats de ville nous laisse croire que ces quartiers seront encore accompagnés et de façon durable. Nous devrons être vigilants sur l'application de cette disposition sur le terrain et nous le serons. Nous sommes satisfaits également du lancement d'un second programme de renouvellement urbain et même si nous le souhaitions plus ambitieux, puisqu'en l'état, il est 2 fois moindre que le premier plan. Satisfait aussi de la reconnaissance de l'importance d'une co-construction de la politique de la ville avec les habitants de ces quartiers. Nous croyons que la mobilisation du droit commun est essentielle, notamment dans le cadre des contrats de ville, et qu'il s'agit d'une avancée majeure. Dans le cadre de ces contrats de ville, nous partageons l'idée que ce projet de loi atteint un juste équilibre. L'adoption de notre amendement, reconnaissant le rôle de proximité des élus communaux, a ainsi apporté l'idée d'une co-élaboration des actions relevant de la politique de la ville entre les communes et les intercommunalités. Nous aimerions d'ailleurs que cet esprit imprime d'autres projets de loi, pour ne pas la citer le projet de loi Allure, où l'on oppose sans cesse
communes et intercommunalités en enfermant le débat dans des questions de transfert de compétences, là où il faut fondamentalement de la co-élaboration. La mobilisation prioritaire du droit commun est encouragée par votre volonté de conventionnement avec l'ensemble des ministres et des ministères comme ceux de l'Intérieur ou de l'Éducation nationale, indispensables au regard de la nature transversale de cette politique. Je veux ici remercier le rapporteur Claude Dillin pour son écoute, la clarté et la qualité de ses réponses. Au final, nous voterons ce projet de loi qui porte des avancées pour acter le changement de méthode et votre engagement personnel, Monsieur le ministre, pour que ce projet prenne toute sa force demain et pour que le ministère de la Ville trouve bien les moyens nécessaires. Il nous semble maintenant urgent que le gouvernement actuel change de cap politique, tel qu'annoncé hier encore par notre président de la République. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Dallier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, est-ce que ce texte est le grand soir de la politique de la ville? Je ne pense pas, mais de toute façon, je ne crois pas au grand soir, ni dans ce domaine, ni dans d'autres. Ce texte s'inscrit dans une longue lignée de textes qui remonte à plus de 30 ans, avec les balbutiements de cette politique, et il apporte des modifications, des avancées que je considère comme intéressantes. Alors, la réforme de la géographie prioritaire, je l'ai réclamée pendant des années, elle est maintenant faite sur un critère que je considère comme satisfaisant. Nous n'avons pas la liste, on ne va pas y revenir, on sait pourquoi. C'eût été beaucoup plus compliqué pour vous. On la connaîtra prochainement. Vous fixez les contrats de ville, vous les calez sur la durée du mandat des maires, ce qui me semble une chose intéressante. Sur l'intercommunalité, je pense que c'est aussi une solution intéressante. Dans l'espace du Grand Paris, Monsieur le Ministre, il faudra encore y travailler, mais je pense que nous avons tracé quelques pistes. Voilà, tout cela pour dire qu'au total, je considère que ce texte apporte des avancées, plus nombreuses que les incertitudes qui persistent et que les quelques critiques que j'ai pu formuler. Je n'ai pas eu la chance de voir un de mes amendements retenu, mais pour autant, Monsieur le Ministre, je voterai quand même ce texte, parce que voilà, je suis un élu de Seine-Saint-Denis, un praticien pas des plus émérites en matière de politique de la ville, parce que si ma ville est concernée, elle ne l'est pas au même titre que d'autres, mais je pense que votre texte va dans le bon sens et c'est pourquoi je vais le voter. Merci. Je vais mettre aux voix l'ensemble de ce projet de loi, mais je suis saisi d'une demande de scrutin public par le groupe socialiste sur l'ensemble du texte. Il va donc être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par notre règlement. On va ouvrir le scrutin dans quelques instants. Le scrutin est ouvert.
Voilà, les sénateurs sont donc en train de voter derrière moi dans ces urnes pour un scrutin public sur ce projet de loi de programmation pour la politique de la ville et la cohésion urbaine. Vous l'avez entendu lors de ces explications de vote, eh bien, le groupe socialiste, bien sûr, votera favorablement à ce texte. L'UMP votera contre. Tout de suite, nous sommes en train d'entendre donc Jean-Pierre Raffarin, président de séance, qui est en train de dépouiller le texte. Je le disais, donc l'UMP va voter contre, à l'exception notable de Philippe Dallier, sénateur UMP de Seine-Saint-Denis, qui a salué de nombreuses avancées dans ce texte. Les communistes, eux, en revanche, voteront contre. Alors, ce texte a pour objectif avant tout de refonder la politique de la ville, d'éviter le saupoudrage des crédits pour s'attaquer aux communes les plus pauvres. Tout de suite, on revient aux séances pour l'annonce imminente des résultats du vote par le président de la séance, Jean-Pierre Raffarin. Mes chers collègues, résultat du scrutin numéro 111 sur l'ensemble du projet de loi. Nombre de votants 347, nombre de suffrages exprimés 190, pour l'adoption 189, contre une voix. Le projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est donc adopté. La parole est à Monsieur le rapporteur, Monsieur Dinat. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste, sans trop retarder la suite, dire ma double satisfaction. Satisfaction du résultat, évidemment, de ce vote, mais aussi, et je dirais presque surtout, satisfaction de la qualité du débat,
puisque nous avons pendant plusieurs heures débattu avec conviction, bien sûr, mais aussi avec respect, avec dignité et avec un grand sens de l'efficacité, ce qui, il faut le reconnaître, n'est pas toujours le cas. Donc merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à ce débat, parce que j'ai bien compris que dans les problèmes de la politique de la ville, et c'est un grand classique, je ne veux pas dire que les clivages gauche-droite disparaissent, mais qu'ils s'atténuent largement au bénéfice de l'intérêt général, et c'est très bien. Je voudrais juste remercier tous ceux qui ont participé à ce débat d'une manière ou d'une autre, mais en particulier, évidemment, les administrateurs, les deux administrateurs qui m'ont aidé et qui ont été d'une aide extrêmement efficace. Et merci aussi à la présidence qui a su aussi maintenir ce climat propice à l'efficacité. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président. Merci. Je voudrais remercier tout d'abord le rapporteur. Je sais que sa présence, en tous les cas au ministère, était très importante, et même vous aviez envisagé sur vos crédits de fonctionnement, Monsieur le ministre, de lui installer un lit de camp. Et donc, c'est lié à toute la méthode de concertation que vous avez fait pendant plus d'un an. Et d'ailleurs, ça a été évoqué par notre collègue Valérie Létard. Cette méthode de concertation a permis d'arriver aux résultats qu'on connaît. J'espère que sur les textes qui vont venir, on pourra avoir les mêmes résultats. Je rêve en couleur. Le Père Noël est passé, donc c'est fini. Mais en tous les cas, merci, monsieur le rapporteur, merci, monsieur le ministre, de la concertation qui a permis ce résultat. Je dois dire merci aussi aux administrateurs de la commission, évidemment, et à notre rapporteur pour avis. Et en tous les cas, merci aussi à nos collègues pour l'ambiance qui a présidé dans la commission pour ce texte. Et franchement, les échanges ont été nourris et intéressants, et qui nous a permis d'ailleurs les uns et les autres d'évoluer sur certaines positions. Dans la commission et en effet en séance également. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je ne voudrais pas rallonger les débats et surtout raccourcir le temps qui vous sépare de l'adoption du texte qui arrive après, que vous attendez tous, bien entendu. Et je ne doute pas d'ailleurs du score qui sera à peu près identique. Non, plus sérieusement, je voudrais remercier effectivement le rapporteur Claude Dillin, les présidents de la commission des finances et de la commission du développement économique, et l'ensemble des sénateurs, quels que soient les bancs sur lesquels ils se trouvent, pour effectivement la qualité des débats qui ont prolongé finalement la qualité du travail que nous avons mené pendant des mois pour réaliser ce projet de loi. Je dirais simplement, j'ai conscience que ce projet, qui est un projet de loi 4, qui est un projet de programmation, ne fera pas demain la une des quotidiens, mais que néanmoins, je crois que nous pouvons tous être persuadés que nous avons fait œuvre utile et que nous avons fixé le cadre nécessaire pour que, d'une part, la politique de la ville soit modernisée, rénovée, que nous puissions mobiliser l'ensemble des politiques publiques, parce que c'est ça, pour moi, l'enjeu majeur, et que finalement, après l'ensemble de ces débats, et débats de qualité, je le souligne une nouvelle fois, nous aurons fait œuvre utile pour les habitants de nos quartiers populaires, ce qui est bien entendu le principal. Merci à vous. Merci, Monsieur le ministre. Mes chers collègues, l'ordre du jour appelle maintenant la discussion du projet de loi organique adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, interdisant le cumul. Voilà, les sénateurs viennent donc de terminer et d'adopter le projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, un texte qui n'a pas été soumis au clivage droite-gauche, puisque sur les 347 voix, il y a eu 189 voix pour et seulement une contre. À présent, eh bien, les sénateurs vont aborder un texte beaucoup plus sensible ici au Sénat, puisqu'ils vont aborder le texte sur le non-cumul des mandats. Ce texte, donc la discussion générale, va être ouverte par Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur. Ce texte est extrêmement sensible puisque le Sénat représente constitutionnellement les territoires et que de nombreux sénateurs ne sont pas favorables au non-cumul des mandats. Tout de suite, la parole est à Manuel Valls. Monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, c'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai entendu les derniers propos concernant un texte de loi important, et l'élu de la banlieue parisienne que je suis a constaté ce vote quasi unanime, ce qui me permet d'avoir un certain optimisme par rapport à celui que vous allez prononcer sur le texte que je vais vous présenter.
Merci, Monsieur le Ministre. Une seconde fois, l'occasion m'est donnée donc de constater devant vous cette évidence. Nos concitoyens sont profondément engagés à l'engagement du Président de la République de mettre fin au cumul entre les fonctions exécutives locales et le mandat de parlementaire, de tous les parlementaires, députés comme sénateurs. Nos concitoyens, je le crois, sont attachés à ce qui constitue une avancée pour nos institutions. Ils sont attachés à ce renforcement de notre démocratie qui est aussi, n'en doutons pas, un renforcement et de la place et du rôle de ces élus. À cela, l'Assemblée nationale a déjà répondu positivement à 2 reprises et clairement avec une majorité très large. L'évidence est donc en marche et sa concrétisation toute proche. Face à l'évidence, il y a 2 attitudes possibles, l'accepter ou l'ignorer. Et l'ignorer, bien sûr, c'est un risque. Mais sachez bien, mesdames et messieurs les sénateurs, que l'évidence, quand elle a une telle force, finit par s'imposer. La force de cette évidence, que je veux détailler, ce sont d'abord les réalités nouvelles de la fonction d'élu. Réalités nouvelles aussi bien pour les parlementaires que pour celles et ceux qui sont à la tête d'exécutifs locaux. Être maire, adjoint au maire, être président ou vice-président d'une collectivité territoriale sont des mandats que les lois de décentralisation successives ont rendus plus passionnants et plus exigeants encore. Il s'agit de gérer des enjeux importants, vous le savez, qui font le quotidien d'une collectivité. Équipement public, infrastructures, développement économique, rayonnement culturel, attractivité d'un territoire, solidarité ou encore tranquillité publique. Tout cela demande bien sûr du temps, de l'engagement. Tout cela demande d'être au contact permanent des habitants et en prise directe avec leurs attentes, leurs aspirations, pour y répondre efficacement. Je connais, pour les avoir assumés, le degré d'implication que demandent les responsabilités locales. Et lors de mes déplacements dans nos territoires, comme la semaine dernière par exemple, dans les départements bretons, je rencontre des élus mobilisés, avec toutes et tous une volonté affirmée de servir au mieux la collectivité dont ils ont la confiance. Ce lien de confiance, fondement même de notre fonctionnement démocratique, il faut toujours veiller à le renforcer, à l'approfondir. J'ai déjà eu l'occasion de le dire ici même, mais je veux le répéter à nouveau devant vous, ne feignons pas d'ignorer ce sentiment de défiance qui, de manière insidieuse, agite au cœur de notre société, vient en saper les repères, en contester les règles et les fondements. Il y a 2 jours, le Cevipof a publié son baromètre de la confiance politique. Ces enseignements ne peuvent que nous inciter à agir. Trop de nos concitoyens pensent en effet que notre démocratie ne fonctionne pas bien. Et je veux en particulier attirer votre attention sur le risque de défiance qui pèse sur le Parlement. Je n'accepte pas les caricatures que l'on en fait. Et vous savez mieux que moi les faux procès que l'on peut instruire à l'encontre du Sénat. Mais j'invite aussi chacun à être à l'écoute des aspirations de notre époque. La politique, que nombreux voudraient réduire à un jeu politicien, a une importance vitale. Ne l'oublions pas. Nous tous connaissons cette petite musique qui se fait entendre et qui affirme que finalement la politique ne sert à rien. Et les taux d'abstention aux différentes élections en sont l'illustration inquiétante. Mais la politique, c'est elle qui donne du sens, une signification, une direction à l'action des hommes. C'est elle qui organise, qui met en mouvement, qu'elle soit forte et les espoirs peuvent naître et grandir, qu'elle soit affaiblie en revanche et les doutes, la désunion, les populismes, les extrémismes ne tardent pas à prospérer. Et cela, en tant que démocrates, en tant que républicains, nous ne pouvons l'accepter. Nous avons tous une responsabilité au-delà des sensibilités politiques et plus encore dans cette période de crise, qui est donc aussi une crise de confiance
une crise d'identité, pour que notre démocratie ne perde jamais de son éclat, pour que son utilité ne soit en aucune manière remise en cause. Pour cela, elle doit être lisible, compréhensible, proche de nos concitoyens. Les élus locaux ont une charge lourde, une responsabilité immense. Et je refuse, comme vous, que l'on dénigre, que l'on minimise leur rôle. Et de même, je refuse les attaques qui visent l'Assemblée nationale ou le Sénat, qui sont le cœur, les bastions de notre démocratie. Et l'évidence que j'évoquais, c'est aussi que le rôle des parlementaires a évolué. Il s'est complexifié. Faire la loi, contrôler l'action du gouvernement, évaluer les politiques publiques sont des missions essentielles pour notre démocratie. Des missions qui, et plus encore depuis la réforme constitutionnelle de 2008, impliquent investissement, rigueur et connaissance approfondie des enjeux. Assumer un mandat national réclame un investissement à plein temps dont le rythme, et au fond, vous le savez bien, est incompatible avec celui d'un exécutif local. Ce projet de loi est une évidence pour nos concitoyens. Il est une évidence désormais pour une large majorité des députés, plus de 300. Il sera bientôt une évidence pour tous les élus, car il renforcera leur lien avec les citoyens. Et à l'aune de nouvelles étapes annoncées hier par le Président de la République en matière de décentralisation, il faut bien l'avoir en tête. Les Français savent qu'ils ont besoin de leurs élus, mais ils savent aussi parfaitement ce qu'ils attendent d'eux, de la présence, de l'écoute, de la capacité de décision. Et donc ce projet de loi est une évidence pour notre démocratie. Et il doit donc s'appliquer à tous les élus, sans exception. Votre Assemblée a déjà adopté le principe de non-cumul du mandat de député et de député européen avec un mandat exécutif local, et ce, à 2 reprises, en première lecture, puis à nouveau lors de l'examen en commission des lois, Monsieur le Président, préalable à notre discussion d'aujourd'hui. Et aucun des amendements déposés en vue de ce débat ne propose de revenir sur ce principe. Dès lors, il vous appartient de l'étendre également aux sénateurs. C'est là où il y a débat et je le respecte bien sûr. Ce principe, parce qu'il répond à une aspiration démocratique, doit s'appliquer sans distinction aux 2 chambres, à l'ensemble des parlementaires. En optant par 2 fois pour un statut particulier pour ses membres, le Sénat a voulu ignorer ou feindre d'ignorer la force de l'évidence. Ce faisant, je crois sincèrement qu'il s'affaiblit aux yeux de l'opinion, mais aussi au sein de nos institutions. J'ai évoqué la défiance de beaucoup envers la politique. J'ai évoqué l'antiparlementarisme, toujours présent, ce n'est pas nouveau, mais qui malheureusement gagne du terrain, allant jusqu'à réclamer la suppression de votre Assemblée. Alors, ne leur fournissez pas une accroche pour porter plus avant leurs critiques, leurs arguments. Si les sénateurs ne peuvent s'exclure des règles applicables aux autres parlementaires, c'est qu'ils sont justement des parlementaires à part entière, qu'ils appartiennent à une chambre à part entière. J'ai déjà eu l'occasion de vous dire mon attachement aux institutions de la Ve République et au bicamérisme. C'est cet attachement qui me conduit une nouvelle fois à m'opposer à l'illusion d'un Sénat à part qui s'exonérerait des mouvements de fond de la société. Les avocats ardents qui argumentent d'un statut différencié s'appuient eux aussi sur une évidence. Oui, le Sénat représente les collectivités territoriales. Oui, c'est la particularité de cette Assemblée. Mais, pardon de le dire aussi directement, ils en tirent de mauvaises conclusions. Lors du débat en première lecture, j'ai pu entendre diverses exégèses concernant l'article 24 de la Constitution. Mais ces interprétations ne doivent pas nous égarer.
La lettre du texte et la jurisprudence du Conseil constitutionnel sont très claires. Si le Sénat représente les collectivités, c'est parce qu'il est élu par un collège composé essentiellement d'élus locaux. Mais à aucun moment il n'est dit que cette représentativité découle de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction quelconque parallèlement au mandat parlementaire. Représenter les collectivités, ce n'est pas nécessairement en diriger une. Croire le contraire est donc dangereux. Dangereux pour le Sénat lui-même. Un statut différencié reviendrait en effet à créer une brèche dans notre modèle de bicamérisme équilibré à la française. À terme, ceci risquerait de remettre en cause la place même du Sénat au sein de nos institutions. Car l'originalité de notre modèle, c'est bien que la Haute Assemblée exerce des prérogatives législatives très proches de celles de l'Assemblée nationale. Les sénateurs sont élus par les élus locaux. Ils ne représentent pas directement telle ou telle collectivité. Si le choix a été fait, c'est que le Sénat est la seconde chambre d'une République décentralisée qui vous est chère, Monsieur le Président, pas celle d'un État fédéral, comme l'est le Bundesrat allemand. Et c'est en raison de ce choix, justement, que le Sénat examine des lois de la République, tandis que la seconde chambre allemande n'en connaît environ qu'un tiers. Et c'est là aussi une évidence. En créant un statut particulier pour les sénateurs, vous courez le risque de créer un statut à part pour le Sénat, de le cantonner à certaines prérogatives. Ce n'est pas, je crois, votre ambition, en tout cas, ce n'est pas la mienne. J'ai entendu enfin les réticences exprimées ici, mais aussi à l'Assemblée nationale. J'ai entendu aussi, et je vais les entendre à nouveau, des mots que je n'accepte pas, ceux d'élus hors sol ou d'apparatchites. Ces mots sont pour moi indignes d'être prononcés par des parlementaires comme vous l'êtes, respectueux de nos institutions. Et puis, qui sont ces fameux apparatchiks? Que leur reproche-t-on exactement? Qu'on le dise. Non, les parlementaires de demain ne seront pas coupés de leurs électeurs. Comment penser en effet, idée bien saugrenue, que les députés seront dans leur circonscription coupés des citoyens? Comment penser également que les sénateurs seront dans leur département coupés des élus locaux qui les auront élus et les habitants dont ils partagent l'existence? La proximité est importante pour la vitalité démocratique. Elle doit le demeurer. Et puis, arrêtons aussi de contrefaire la réalité. Ceux qui souhaiteront s'investir dans une collectivité en exerçant un mandat de conseiller municipal, départemental ou régional le pourront toujours. Le non-cumul porte sur les responsabilités au sein d'un exécutif, pas sur l'exercice d'un mandat local. Un débat, pour être serein, doit avant tout être honnête. Mesdames, Messieurs les sénateurs, avec ce débat, nous arrivons au terme d'un long processus, un processus législatif engagé en juillet dernier devant l'Assemblée nationale, un processus politique aussi plus long encore, qui vient de loin, validé à la suite de différents rendez-vous démocratiques, et notamment à l'occasion de la dernière élection présidentielle. Si le non-cumul des mandats est aujourd'hui une évidence pour tant de nos compatriotes, c'est qu'il s'inscrit dans un mouvement de fond et qu'il répond à une exigence légitime vis-à-vis des élus. Une exigence qu'il faut entendre. Et déjà 40% des sénateurs l'ont entendu puisqu'ils ne sont pas concernés par les incompatibilités prévues par ce texte. Et ils sont tout aussi légitimes et au fait des attentes de leurs électeurs que tous les autres. Je sais que le débat qui nous attend n'aura rien d'évident. J'espère toutefois qu'à son issue, le Sénat contribuera lui aussi à faire souffler sur nos institutions un vent agréable de modernité. Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre, la parole est au rapporteur de la commission des lois, Monsieur Simon Setour. Je préviens le Sénat que je leverai la séance à 18h15 pour permettre à l'ensemble des sénateurs qui le souhaitent d'assister au vœu du président du Sénat.
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, saisi en nouvelle lecture du projet de loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur et du projet de loi interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen, la Commission des lois a rétabli l'essentiel des modifications que le Sénat avait adoptées en première lecture en séance publique. L'échec de la commission mixte paritaire du 9 octobre dernier a mis en lumière les principales différences d'approche entre les deux assemblées parlementaires sur la question de la limitation du cumul des mandats. À l'issue de cette CMP, l'Assemblée nationale a fort logiquement rétabli, en nouvelle lecture, les textes qu'elle avait adoptés en première lecture, sous réserve de modifications essentiellement formelles. Elle est donc revenue sur l'ensemble des modifications opérées par notre Assemblée, y compris celles adoptées par le Sénat à la quasi-unanimité. La seule modification notable, et je veux la souligner, porte sur la concession de l'Assemblée nationale s'agissant des fonctions dérivées locales. Alors qu'en première lecture, elle avait adopté une incompatibilité interdisant à un parlementaire d'être non seulement président ou vice-président, mais aussi membre d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale, d'une société publique locale, d'un établissement public local, par exemple, elle a, en nouvelle lecture et à l'initiative de son rapporteur, décidé de limiter le champ d'incompatibilité aux seules fonctions exécutives, ce qui est dans la logique de la réforme proposée par le gouvernement. Ainsi, mes chers collègues, un parlementaire pourra continuer à siéger au sein de ces organismes locaux. Sans être exhaustif sur les dispositions des deux textes que vient de présenter le ministre, je rappellerai que l'Assemblée nationale est favorable sur le principe à l'incompatibilité entre un mandat parlementaire et une fonction exécutive locale, ce qui était initialement proposé par le gouvernement, ainsi qu'avec les fonctions dérivées locales que l'Assemblée a souhaité introduire d'initiative et que je viens d'évoquer à l'instant. À l'inverse, le Sénat, tout en admettant la nécessité de renforcer le régime d'incompatibilité, n'a pas souhaité appliquer ces nouvelles règles aux sénateurs eux-mêmes et leur a ainsi créé un régime propre, avec comme argument la fonction de représentation des collectivités territoriales que confie l'article 24 de la Constitution à la Haute Assemblée. La Commission des lois a ainsi créé une exception à l'identité de régime qui existe depuis 1958 entre députés et sénateurs en matière d'incompatibilité. À titre personnel, vous le savez, je suis favorable au maintien de cette identité de régime, considérant qu'elle est la marque et plus encore la protection de la vocation généraliste du Sénat. Cependant, la Commission des lois a estimé dans sa majorité qu'aucune exigence constitutionnelle n'imposait de maintenir l'identité entre le régime d'incompatibilité applicable aux députés et aux sénateurs. À l'inverse, dès lors que ce régime d'incompatibilité est rendu plus restrictif, la fonction de représentation des collectivités territoriales lui a paru plaider pour cette distinction. Je tiens à préciser, pour être honnête, que la modification apportée par la Commission ne signifie pas le statu quo. Non, puisqu'elle intègre dans le décompte des fonctions incompatibles celles exercées au niveau des EPCI, dont on sait qu'elles ont acquis une importance accrue que le nouveau mode d'élection des conseillers communautaires ne devrait faire que renforcer. En revanche, à nouvelle lecture, notre Commission, sans doute compte tenu de l'évolution marquée par l'Assemblée nationale sur ce sujet, n'a pas modifié, et c'est à noter, l'incompatibilité créée par l'Assemblée nationale avec les fonctions dérivées locales. Dès la première lecture, les deux chambres ont adopté dans les mêmes termes le projet de loi ordinaire dans le périmètre proposé par le gouvernement. Cependant, les règles d'incompatibilité qui seront applicables aux représentants au Parlement européen sont en fait largement dépendantes de la rédaction finale du projet de loi organique, dans la mesure où les incompatibilités sont fixées par simple référence aux dispositions organiques, comme vous le savez. Nos deux assemblées se sont ainsi accordées sur un principe. Le régime d'incompatibilité des représentants au Parlement européen devra être le même que celui des députés,
ce qui, je le rappelle, n'a pas toujours été le cas, en particulier entre 2000 et 2003. Je voudrais souligner que, parallèlement à la modification opérée par la Commission en matière de limitation du cumul des mandats et des fonctions locales, la Commission des lois, comme le Sénat en première lecture, a instauré une règle limitant autant pour les parlementaires que pour les élus locaux les indemnités qu'ils perçoivent au montant de l'indemnité parlementaire de base. Cette position est constante depuis l'adoption, le 24 avril 2013, par la Commission des lois, de la proposition de loi organique en ce sens déposée par nos collègues du groupe RDSE. À nouvelle lecture, l'Assemblée nationale n'a pas suivi le Sénat. Votre commission a cependant réaffirmé son souhait de bien distinguer les questions qui intéressent l'opinion publique, cumul des indemnités et cumul des mandats, pour traiter clairement celle du cumul des indemnités perçues. Je note, Monsieur le ministre, que le gouvernement n'a pas déposé d'amendement contraire à la position de la Commission sur ce point, et je me permets d'y voir peut-être un signe d'ouverture, si ce n'est de soutien. J'en viens enfin à une modification adoptée à l'unanimité en commission afin d'obliger à l'organisation d'une élection partielle lorsqu'un parlementaire abandonne son mandat à la suite du renouvellement au-delà de 6 mois d'une mission auprès du gouvernement. En effet, l'article LO 144 du Code électoral prévoit qu'un député ou un sénateur peut être chargé par le gouvernement d'une mission temporaire et qu'il peut cumuler cette mission avec son mandat parlementaire pendant 6 mois. Au-delà, il perd son siège. Or, dans ce cas, son remplacement est depuis 1959 assuré par son remplaçant, ce qui a pu donner lieu à des pratiques qui ont pu paraître contestables afin d'effectuer des remplacements que l'on pourrait qualifier de discrets. Le Sénat s'est attaché à l'idée que, dans ce cas, une élection partielle ait lieu, et je vous présenterai d'ailleurs au nom de la Commission un amendement visant à parfaire le dispositif adopté en commission. En effet, le retour aux urnes s'impose, d'autant plus que la nomination et son renouvellement relèvent du pouvoir discrétionnaire du gouvernement. Le remplacement par le suppléant ou le suivant de liste traduit une curieuse conception du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs. Je me permettrai de souligner que cette disposition adoptée dans son principe en 1959 par ordonnance, puis codifiée par décret en 1964, n'a jamais été soumise à l'examen du Conseil constitutionnel. En conclusion, mes chers collègues, et comme je l'ai indiqué dès la première lecture, la réforme qui nous est soumise en appelle d'autres, que les débats au Sénat ont déjà esquissés, que ce soit un véritable statut de l'élu local ou le renforcement des pouvoirs des parlementaires dans leur mission constitutionnelle. La délégation des collectivités territoriales et de la décentralisation a d'ailleurs approuvé le rapport de notre collègue Jean-Claude Perronnet le 17 septembre dernier. Rapport, mes chers collègues, et c'est prémonitoire. On travaille bien au Sénat. Je cite « Tirer les conséquences des règles de non-cumul pour l'association des parlementaires aux commissions locales ». Je crois que cet appel a d'ores et déjà été entendu par le gouvernement. En effet, lors du débat du 7 janvier dernier, ici même, au Sénat, sur l'avenir de l'organisation décentralisée de la République, Madame Marie-Lise Lebranchu, ministre de la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, a indiqué en réponse à notre collègue auteur du rapport précité, notre collègue Jean-Claude Perronnet, qu'il, je cite, « nous faut réfléchir à partir de la fonction des parlementaires telle qu'elle existe, c'est-à-dire en particulier le contrôle de l'action gouvernementale, qui inclut celui de l'exécution des décisions par les préfets, puisque ces derniers sont les représentants de l'État, donc du Premier ministre dans les départements. » La ministre excluait en revanche un système qui aboutirait à une codécision avec les parlementaires, car ce système mettrait en cause la séparation des pouvoirs. Ce fut d'ailleurs la position du Sénat, je vous le rappelle, mes chers collègues, en première lecture, lorsqu'il a rejeté un amendement visant à reconnaître la qualité de membre de droit des parlementaires au sein des commissions locales. Pour ce qui est des conditions d'exercice des mandats locaux, l'adoption ce matin même, heureuse circonstance, ce matin même en commission des lois, de la proposition de loi initiée par nos collègues Jacqueline Gourault et Jean-Pierre Sueur est un signe de l'attention que le Sénat porte à la situation des élus locaux. Il faudra bien entendu aller plus loin. De même, la question du cumul dit horizontal
entre mandats et fonctions locaux devra nécessairement être abordé par souci d'équité à la suite de la présente réforme. À titre personnel, je pense que cette réforme devrait faire l'objet d'un texte, qu'il soit d'origine gouvernementale ou parlementaire, distinct bien entendu du présent projet de loi. Certains de nos collègues ont cependant déposé des amendements rétablissant les articles additionnels adoptés par le Sénat en première lecture sur le sujet. Et par cohérence, la Commission, dont je suis le rapporteur, souhaite leur adoption au sein de ce véhicule législatif. Au bénéfice de ces observations, mes chers collègues, et même si personne ne l'ignore ici, ma préférence personnelle pour le projet de loi du gouvernement et donc pour les textes de l'Assemblée nationale, j'invite en tant que rapporteur au nom de la Commission que j'ai l'honneur de représenter dans ce débat, le Sénat à adopter les textes et l'amendement qu'elle vous soumet. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Hélène Lipiès dans la suite de la discussion générale. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre, mes chers collègues, il me reste 13 minutes pour convaincre cette Assemblée de sages de ne pas voter l'impensable, nous donner, et à nous seuls, l'autorisation de cumuler un mandat de sénateur et une fonction exécutive locale, un mandat de législateur d'un État décentralisé et un mandat exécutif d'une collectivité infra-étatique. Nous avons beaucoup discuté lors de la première lecture de ce texte de cette prétendue obligation d'être membre d'un exécutif pour être un bon sénateur. Nous en avons discuté à chaque fois que le mot élu a été prononcé, comme pour les métropoles ou pour la prévention des inondations. Nous allons encore en discuter pendant 2 jours et nous y reviendrons certainement quand la loi sera votée. Et à chaque fois, la même antienne. Heureusement que nous avons parmi nous des maires. Mais le lendemain, pour un autre texte qui ne concernait pas les collectivités territoriales, nous avons entendu, heureusement, que vous connaissez le sujet. Ce sont donc 2 visions de l'apport des sénateurs à la discussion législative. Elles dénotent tout simplement qu'être législateur, c'est être un citoyen intéressé par la res publica au sens le plus noble, parce que ce qui fait notre richesse, ce n'est pas notre cumul de mandats, mais c'est notre expérience de citoyen. Nous enrichissons le débat par nos expériences professionnelles, associatives, politiques, citoyennes, quelles qu'elles soient. Et plus nous avons d'expériences différentes, plus nous venons d'horizons divers, plus le débat est riche, plus l'intérêt commun est représenté. C'est bien la diversité de nos origines sociales et ou professionnelles et notre implication dans la vie locale qui font de nous de bons sénateurs, sénatrices et de bons législateurs. C'était le sens de l'intervention de ma collègue Esther Benbassa en première lecture et que je fais bien entendu mienne. Contrairement à ce qu'ont dit ceux qui sont contre le cumul, ne souhaitent pas renvoyer des hommes et quelques femmes qui n'ont pas démérité à leurs seuls amours plébéiennes, pas plus que ceux qui louent l'expérience indispensable des élus maires ne pensent vexer les sénateurs qui, parfois, pendant des années, ont eu de simples mandats, soutiens de base de nos collectivités, voire ceux qui n'ont jamais eu d'ailleurs de mandat. D'aucuns prétendent que le cumul des mandats est consubstantiel, voire ontologique, avec la fonction de sénateur. Cependant, ce n'est pas parce que le Sénat représenterait les collectivités territoriales qu'il devrait être les collectivités territoriales. Ainsi, vous êtes, comme moi, persuadés que cette Assemblée est sous la présidente de Colbert et d'autres hommes illustres, où sont d'ailleurs les femmes. Toutefois, Colbert n'est pas présent. Il n'y a que sa blanche représentation, figée et froide. Il en va de même pour notre Assemblée vis-à-vis des collectivités territoriales qui seraient représentées par le biais de leurs exécutifs. Certains expliquent aussi que c'est notre Constitution qui imposerait le cumul et de citer et de réciter la Constitution, comme je vais le faire à mon tour.
mais en ayant, comme vous le pensez, une autre lecture. Depuis 1958, sans aucune modification sur ce point, l'article 24 précise « Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage direct. Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République. » L'identité de forme entre ces deux phrases de la Constitution est évidente. C'est pourquoi il est aussi évident que le « il » de « il assure la représentation » renvoie au groupe nominatif qui précède le point, c'est-à-dire le suffrage indirect. La phrase « il assure la représentation des collectivités » s'applique donc au suffrage indirect dont l'organisation doit assurer la représentation des collectivités territoriales et non au Sénat, car dans ces cas-là, la phrase aurait été « il représente les collectivités territoriales ». Un autre argument grammatical pourrait être que le Sénat est un sujet passif dans la première phrase. Le Sénat, il est élu. Et ne saurait devenir un sujet actif dans la seconde phrase. Il assure la représentation. Autrement dit, on peut comprendre cet article 24 comme quoi il serait interdit par la Constitution d'inventer un mode d'élection indirect qui n'assurerait pas la représentation des collectivités territoriales, mais qui assurerait, par exemple, celle des syndicats, des entreprises ou des associations. Ça nous renvoie au Conseil économique et social, par exemple. Seul donc le mode d'élection assure la représentation des collectivités territoriales au sein du Sénat. Le Sénat lui-même représente la nation. Il est la nation à concurrence de l'Assemblée nationale. Il est donc loisir aux grands électeurs d'élire des citoyens qu'ils estiment le mieux à même de représenter leur territoire, leurs citoyens, leurs spécificités locales, sans qu'ils soient pour autant des élus. Et puis, cette idée que nous représenterions des collectivités est tout de même étonnante. Que seraient les collectivités sans les citoyens? Des coquilles vides. Nous représentons des citoyens eux-mêmes vivant sur des territoires, et ces territoires qui s'organisent en collectivités. En relisant les textes des pères fondateurs de la République, et oui, même les écologistes ont de cette lecture, on ne trouvera nulle part l'idée d'un Sénat représentant les collectivités territoriales. Ainsi, le général de Gaulle, dans son second discours de Bayeux du 16 juin 1946, lorsqu'il explique le régime républicain qu'il souhaite à la France, explique que, et là je cite, c'est un peu long, mais je n'ai pas la voix du général de Gaulle, mais je pense que c'est important de l'entendre. Il était clair et il est entendu que le vote définitif des lois et des budgets revient à une assemblée élue au suffrage universel et direct. Mais le premier mouvement d'une telle assemblée ne comporte pas nécessairement la clairvoyance et une sérénité nécessaires. Il faut donc attribuer à une seconde assemblée élue et composée d'une autre manière, la fonction d'examiner publiquement ce que la première a pris en considération, de formuler des amendements, de proposer des projets. Tout nous conduit donc à instituer une deuxième chambre dont, pour l'essentiel, nos conseils généraux et municipaux éliront leurs membres. Cette chambre complétera la première en l'amenant, s'il y a lieu, soit à réviser ses projets, soit à en examiner d'autres et en faisant valoir dans la confection des lois cet ordre administratif qu'un collège purement politique a forcément tendance à négliger. Fin de la citation gaulliste. Et son ministre de la Justice, Michel Debré, le 27 août 1958, d'expliquer la Constitution devant le Conseil d'État. La division en deux chambres est une bonne règle du régime parlementaire, car elle permet à un gouvernement indépendant de trouver, par la deuxième assemblée, un secours utile contre la première. C'était intéressant. En régime conventionnel, on neutralise ou plutôt on diminue l'arbitraire d'une assemblée par l'autre sans créer de l'autorité. À aucun moment dans ces deux textes, dans la représentation des inspirateurs de la Constitution, le Sénat représenterait les collectivités territoriales. À aucun moment, le Sénat représentant des collectivités territoriales n'est mis en avant. Et même si mon interprétation ou ma lecture était fausse, et même si, effectivement, siéger au Sénat nécessitait une pratique de l'exécutif des collectivités territoriales, quel cursus honorum, quelle course des honneurs devrait aujourd'hui monter un citoyen, voire de temps en temps une citoyenne pour devenir sénateur ou sénatrice.
Cette progression de la République romaine dans la responsabilité et dans les honneurs était expliquée comme permettant à la fois d'apprendre petit à petit le fonctionnement de la République, mais aussi de permettre à tous de travailler au bien commun sans accumulation des pouvoirs, tout au plus une accumulation des honneurs. Mais un tel cursus avait aussi pour complément que nul ne pouvait tenir en ses mains plusieurs pouvoirs. Le cumul était interdit, sauf aux dictateurs. Mais pourquoi seuls les élus membres d'un exécutif seraient à même de représenter les collectivités territoriales? Les simples élus de la majorité ou de l'opposition territoriale ne connaîtraient-ils rien aux collectivités, alors même que nous n'arrêtons pas de dire avec raison leur dévouement? Si les droits de l'opposition sont respectés et suffisamment étendus, si le droit d'information sur les affaires de la collectivité est suffisamment étendu, alors la nécessité d'être ou d'avoir été dans l'exécutif se fait moins sentir. Mais les exécutifs voudront-ils ainsi se démettre de leur pouvoir qu'offre la connaissance? Allons jusqu'au bout de notre raisonnement. Un ancrage territorial, certes, mais pourquoi nécessairement un ancrage électif? Est-ce que le militant associatif local est hors sol? Est-ce que le chef d'entreprise est hors sol? Est-ce qu'un ancien élu est hors sol? Est-ce que le simple citoyen est hors sol? Nous regrettons tous, avec région, avec chagrin et souvent incompréhension, la défiance de nos concitoyens envers leurs institutions politiques et administratives, et notamment envers le Sénat, nous qui sommes si persuadés d'œuvrer avec raison pour le bien commun. C'est notre raison de vivre. Nous sacrifions tant à l'organisation de la société que nous prenons de plein fouet sa défiance, voire pire, son mépris pour notre personne, pire encore pour notre travail. Ce désamour ne vient-il pas de ce que nous sommes restés figés dans une lecture ancienne de notre rôle où nous représentons les citoyens ou les collectivités? Et si les citoyens nous demandaient une autre forme de démocratie? En refusant pour nous, pour le Sénat, l'évolution de cette institution, ne prêtons-nous pas le couteau à sa mise à mort? Certains prédisent la mort, non du Sénat, mais de sa liberté de ton, le Sénat devenant un cénacle d'apparatchiks. Une telle vision rejoint là l'actuel ressentiment des citoyens contre les partis. Enfin, hélas, pas contre tous les partis. Pourtant, aujourd'hui, seuls 6 sénateurs ne sont pas encartés ou ne se déclarent d'aucun groupe parlementaire, groupes qui, pour la plupart, sont des partis ou sont des regroupements de partis. C'est bien parce que nous en avons fait l'expérience que nous savons la nécessité des partis, lieu d'échange, de stratégie, d'appui pour avoir une ligne politique. Nous venons tous de partis qui sont parfois centenaires, parfois vieux d'un quart de siècle à peine. La Constitution, dans son article 4, l'affirme, les partis concourent à l'expression du suffrage. Et ce n'est pas parce que nous avons du mal à retrouver la confiance des citoyens que nous devons craindre les partis. Il nous appartient de rétablir cette confiance avec les citoyens et leurs représentants nationaux. Entre les citoyens et les partis, ces éléments fondamentaux, voire fondateurs de toute démocratie. Je crois, les écologistes croient profondément, sincèrement, que le non-cumul d'un mandat exécutif et d'un mandat parlementaire, parce qu'il fait de l'élu un citoyen simplement investi d'un pouvoir et non un super citoyen investi de tous les pouvoirs, est un des moyens de rétablir la confiance entre les citoyens et leurs élus, de rétablir la confiance des citoyens dans l'action publique. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je vais maintenant lever la séance puisque l'orateur suivant a un temps de parole qui dépasse le temps sur lequel je me suis engagé vis-à-vis du président du Sénat qui, pour des raisons du protocole et des invités, nous souhaite que la manifestation de ses vœux puisse commencer à 18h30. Donc je vous propose de suspendre maintenant la séance et puis... Non, je suis désolé, mais je dois... Monsieur Bas a besoin de ces 20 minutes et vous le savez, ces 20 minutes seront denses et donc je ne peux pas ne pas lever plus tôt. C'est dans l'organisation des travaux du Sénat. Voilà, la discussion générale sur le non-cumul des mandats vient donc d'être suspendue par le président de séance. Vous venez de l'entendre, c'est Jean-Pierre Raffarin.
Jean-Pierre Raffarin, qui vient donc maintenant de redonner la parole à Hervé Maurey, dont le temps de parole est plus court que Philippe Bas. Voilà, petit changement au niveau de la séance. Il devait suspendre pour pouvoir permettre aux sénateurs de se rendre au vœu de Jean Perbel, le président du Sénat, mais il a préféré bien donner la parole à un autre sénateur, Hervé Maurey. Voilà, tout de suite, on écoute Hervé Maurey. Commission des lois, monsieur le rapporteur. Le 19 septembre dernier, notre Haute Assemblée a adopté les projets de loi relatifs à l'interdiction du cumul des mandats à une très large majorité. 208 voix pour, 107 contre, ce qui en soi est un événement compte tenu du fait que les textes actuellement sont rarement votés au Sénat avec une telle majorité. Le texte qui avait été adopté par le Sénat avait largement modifié le texte venu de l'Assemblée nationale et l'avait, à mon sens, amélioré, puisqu'il améliorait le droit actuel, sans être pour autant dans l'excès du texte voté par l'Assemblée nationale. Il faut rappeler en effet, parce que ça a été peu dit, que le texte voté par le Sénat améliore le droit actuel, dans la mesure où il intègre dans le cumul toutes les fonctions, et pas seulement, comme c'est le cas aujourd'hui, uniquement les fonctions au sein de collectivités locales. Il intègre les fonctions au sein d'un EPCI, comme je l'avais moi-même proposé lors du débat sur la réforme des collectivités locales en 2010. Il intègre également les fonctions au sein de syndicats mixtes et les fonctions au sein de sociétés d'économie mixte. Et dans une approche pragmatique, ce texte établit la possibilité de conserver une seule fonction dans une structure de ce type. Et pour bien montrer que nous n'étions pas guidés par un quelconque appât du gain, nous avons adopté un amendement prévoyant qu'en cas de cumul de fonctions entre un mandat de sénateur et une fonction locale, aucune indemnité supplémentaire ne serait perçue. Je le rappelle parce que, chose curieuse, cette disposition n'a jamais été évoquée dans la presse, pas plus d'ailleurs que le fait que le dispositif adopté constituait une évolution positive par rapport à la situation actuelle, la presse n'ayant de cesse de donner de notre Assemblée l'image d'élus attachés à leurs privilèges. À la décharge des journalistes, je dois dire qu'ils n'ont fait que reprendre et faire écho aux propos que vous avez vous-même ici tenus, Monsieur le Ministre, lorsque vous nous avez accusés, je cite, de regarder vers un passé fantasmé ou de nous arc-bouter sur des pratiques devenues obsolètes. Je vous cite. Le texte, oui, je vous cite, Monsieur le Ministre, le texte voté par le Sénat, vous avez l'air étonné de vos propos, mais ce sont bien les vôtres. Le texte voté par le Sénat permettait cependant d'éviter les excès du texte issu de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire l'interdiction de toute fonction locale pour un sénateur, quelle que soit la taille de la collectivité en question. Je rappelle qu'il est, à mon sens, tout à fait invraisemblable qu'un sénateur ne puisse même pas être adjoint au maire d'une commune de 50 habitants ou vice-président d'un syndicat à vocation scolaire réunissant 2 communes de 100 habitants pour gérer une école communale. Cette interdiction me semble inimaginable pour les membres de notre Assemblée chargés de représenter les collectivités locales. En outre, je vous rappelle que le cumul de la fonction de sénateur avec un mandat local permet au sénateur d'être en contact avec le citoyen. Parce qu'un sénateur, il est en contact avec les élus, mais il n'est pas, contrairement aux députés, en contact avec les citoyens. Et donc, quand on veut interdire tout cumul, ça veut dire qu'on va priver le sénateur législateur de ce contact avec le citoyen qui lui est indispensable pour exercer sa fonction de législateur. Ce texte adopté par notre Assemblée, dans une expression transpartisane, vous n'avez eu qu'un objectif, Monsieur le Ministre, rayer d'un trait de plume pour revenir à votre version, marquant par là même votre refus du dialogue et le peu de respect que vous inspire le Sénat. Il faut reconnaître, Monsieur le Ministre, que vous aviez, dès le départ, annoncé la couleur. Comme on dit aujourd'hui, vous aviez été cash. Vous aviez dit, quel que soit le vote qui sera le vôtre, ce texte sera adopté par le Parlement. Sous-entendu, circuler, il n'y a rien à voir. Cette terrible phrase montre à quel point vous avez un mépris du Sénat et par là même du bicamérisme et de nos institutions. Il faut reconnaître que sur ce point, au moins, vous avez tenu vos engagements, puisque c'est le texte que vous souhaitiez qui est revenu au Sénat. Les députés n'ont retenu aucune de nos suggestions,
pas même celle de ne cumuler aucune indemnité. Ça a été très justement rappelé par le rapporteur. Et ce texte, comme je l'avais souligné, il est à la fois excessif et en même temps insuffisant, puisque vous ne traitez pas dans ce texte du cumul des mandats d'élus locaux, et la notion d'évidence que vous avez évoquée tout à l'heure dans la discussion générale, en l'occurrence, elle ne s'applique pas. Les élus locaux pourront continuer à cumuler 2, voire 3 mandats au sein d'une collectivité locale et autant de fonctions qu'ils le souhaitent au sein de groupements, d'organismes, de HLM, de syndicats, d'offices, de pays, de communautés de communes. Vous ne traitez pas non plus du statut de l'élu, alors que vous invoquez la nécessité de s'adapter aux lois de décentralisation et leurs conséquences. Le statut de l'élu qui est encore plus nécessaire dès lors que l'on parle de cumul des mandats. Vous ne traitez pas non plus la question du nombre de parlementaires. Or, si l'on veut renforcer, mais le voulez-vous vraiment, le rôle du Parlement, il faut des parlementaires qui aient plus de moyens. Et si l'on veut des parlementaires qui aient plus de moyens, il faut qu'ils soient plus nombreux, parce qu'on sait très bien qu'il n'est pas question de donner plus d'argent au Parlement. Et vous ne traitez pas, vous qui voulez moderniser soi-disant la vie politique, vous ne parlez pas de la limitation du cumul des mandats dans le temps, qui avait pourtant été adoptée par la Commission des lois de l'Assemblée nationale. Lors de l'examen de la loi du 17 mai 2013, vous nous avez reproché de supprimer le scrutin binominal sans proposer aucune alternative. Eh bien, constatez que nous avons progressé, puisqu'aujourd'hui, nous proposons un nouveau texte, qui est le texte que nous avions adopté en première lecture, un texte qui est un véritable travail sénatorial, puisqu'il a été adopté par la Commission des lois de manière transpartisane. Les amendements adoptés, si je ne m'abuse, sont issus de 2 amendements du rapporteur, 2 du groupe UDI, 2 du groupe UMP, 2 du groupe RDSE et 1, je crois, de Mme Lipietz qui s'exprimait précédemment. J'espère donc, Monsieur le Ministre, puisque nous sommes encore dans la période des vœux, que la nouvelle année et quelques mois d'expérience supplémentaire de ministre vous permettront d'être plus ouverts aux propositions du Sénat et peut-être plus respectueux de celui-ci. Mais j'avoue que j'en doute fortement après vous avoir écouté et en regardant votre action par rapport au Sénat depuis que vous êtes ministre. Vous n'avez eu de cesse, Monsieur le Ministre, de porter des mauvais coups au Sénat et à la ruralité. Vous avez mis en place le scrutin binominal qui vous permet aujourd'hui un redécoupage qui permet de diminuer le poids du monde rural dans les assemblées départementales. Vous avez augmenté le poids des grandes villes dans le collège sénatorial. Vous avez abaissé le seuil de la proportionnelle pour l'élection des sénateurs pour donner encore plus de poids aux partis dans la désignation des sénateurs. Vous avez temporairement renoncé à instituer un haut conseil des territoires, mais l'on sait très bien qu'il reviendra par la fenêtre. Et à présent, vous voulez que les sénateurs qui représentent les collectivités locales soient privés de leur mandat local et pour mieux réduire leur légitimité. Alors, Monsieur le Ministre, quoi que vous pensiez, le Sénat n'est pas une assemblée de ringards arc-boutés sur le passé. C'est une assemblée dont la sagesse est reconnue et c'est cette sagesse qui la rend moins sensible que d'autres, et notamment les députés ou les ministres, aux sirènes du populisme et de la démagogie. Vous nous avez dit, Monsieur le Ministre, vous-même, le Sénat peut être rebelle. Eh bien, de ce point de vue-là, vous avez raison. Le Sénat est sur ce sujet et sur d'autres rebelle. Nous sommes et nous serons rebelles, car il en va de la défense de la Haute Assemblée et par là même de l'équilibre de nos institutions. Il en va de la défense de nos territoires et de celles et de ceux qui le font vivre. Et c'est pour cela que le groupe UDI-UC votera le texte issu de la Commission des lois. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 21h30 pour la suite de l'examen de ce texte. Monsieur le ministre, mes chers collègues, la séance est suspendue. Discussion générale, ce moment où chaque sénateur se rend à la tribune pour défendre son point de vue vient donc de s'interrompre puisque dans une quinzaine de minutes, le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, va présenter ses vœux et que donc de nombreux sénateurs vont assister à cet événement. Alors, lors de cette discussion générale, on a pu entendre au début Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur plutôt modéré dans le ton, mais qui a néanmoins déclaré que le cumul des mandats est, je cite,
ensuite une évidence pour tous nos concitoyens, pour la plupart des députés et bientôt pour tous les élus. Le ministre de l'Intérieur qui a dit aux sénateurs qu'ils ne devaient pas s'accrocher au passé, surtout en ce climat de défiance qu'éprouvent les Français vis-à-vis du monde politique. Et on vient de l'entendre, le sénateur centriste Hervé Maurey, lui, vient de répondre au ministre de l'Intérieur. Il a mis l'accent sur une disposition du texte, une disposition que les sénateurs ont votée, ont adoptée et qui prévoit qu'il y aura le non-cumul des indemnités. Cela pour aller à l'encontre de l'image de sénateurs accrochés à leurs privilèges, une image qu'une partie de la presse et des médias ont souvent véhiculée. Je le rappelle, le non-cumul, eh bien, c'est un sujet très sensible ici au Sénat puisque le Sénat représente constitutionnellement les collectivités locales, les territoires et que donc, à ce titre, de nombreux sénateurs, de droite comme de gauche, estiment justifié de pouvoir cumuler leur mandat de parlementaire et une fonction exécutive locale. À 18h30, ne manquez pas notre journal 24h Sénat présenté par Delphine Girard et juste après les vœux en direct de Jean-Pierre Bayle avec de nombreux invités au micro de Perrine Tarnaud. Tout de suite, c'est les pieds sur terre. Alors que les bonnets rouges battent le pavé, que la grogne fiscale s'installe en France, que le gouvernement